Ce que j'ai appris avec ces années d'expérience dans ce que je fais, c'est que chaque personne avec sa réalité. D'ailleurs, vous l'entendrez, on parle de finances personnelles parce que c'est personnel. Chaque personne avec sa propre situation. Et si j'avais pas brisé en fait ces croyances-là ou bien cette vision-là qui est erronée, écoutez, jusqu'à mes 50 ans, je n'aurais rien réalisé. Donc, moi, je me dis qu'il faut laisser quelque chose pour avoir quelque chose. Il faut ne pas dara pour am dara. Et malheureusement, si vous n'avez pas une discipline financière déjà pour budgétiser, pour épargner, vous ne pourrez pas investir. Il est très important de gérer son mindset, de gérer ses émotions, d'avoir une budgétisation qu'on fait avant que l'argent soit là, pas quand l'argent est là, et d'automatiser son épargne. L'épargne doit toujours se faire avant les dépenses pour être sûr qu'on épargne. Et l'épargne aussi a vocation uniquement à investir. Donc on a un réel problème culturel, un réel problème de pression sociale et surtout un manque de mindset. Bonjour et bienvenue à tous comme chaque lundi dans un nouvel épisode des Esprits Positifs, le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent le monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaires, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. Nous recevons une femme dont l'aura éclatante et la détermination ont transformé la vie de milliers de personnes. À travers son parcours, elle nous montre qu'avec passion et persévérance, tout est possible. À ses débuts, bien que plongée dans la gestion rigoureuse du monde des états financiers, elle faisait face à un défi. Derrière ses chiffres précis et ses rapports méticuleux, elle cachait un secret. Elle luttait pour maîtriser ses finances personnelles. Elle-même sentait cette lourdeur, ce manque d'orientation dans un domaine si crucial et pourtant si peu enseigné. Confrontée à ces réalités, elle ne s'est pas laissée abattre. Non, Mariama a décidé de changer les choses. Non, non seulement pour elle, mais pour des milliers d'autres jeunes qui avaient des rêves plein les yeux, mais trébuchaient sous le poids des incertitudes financières. C'est ainsi que naquit en elle une vision, un rêve de uptrade privé, comme pour contrebalancer la pollution médiatique des réseaux sociaux. Un souffle nouveau destiné à briser les chaînes du silence autour de l'argent, à normaliser l'éducation financière. Aujourd'hui, il y a à son actif plus de 5 000 jeunes formés, des sollicitations un peu partout en Afrique et est dans le cercle très restreint des personnes les plus suivies sur LinkedIn. Sister, legal hackman. Je crois que son secret à elle réside dans son art de marier la forme au fond, rendant chaque parole non seulement agréable mais aussi utile. Sa beauté rayonnante, soulignée par la profondeur de sa noirceur d'ébène, est le symbole de sa fierté et de sa résilience. Elle inspire une nouvelle génération d'Africains à viser l'excellence, prouvant qu'on peut être à la fois élégante, érudite et audacieuse. Elle n'est pas du genre à recevoir des tips du genre sois belle et tais-toi. Elle fait exploser les préjugés, prouvant qu'une femme noire, musulmane et voilée peut être une experte reconnue en finance et impacter du coup le monde. Grâce à sa persévérance et à sa vision, DuoTribe a permis à de nombreuses personnes de transformer leur vie financière. Des couples ont harmonisé leurs finances, les professionnels ont amélioré leur gestion de revenus et des entrepreneurs ont vu leurs projets prospérer. Merci à cette Sénégalaise de nationalité, cette Africaine de culture et passionnée par nature, pour avoir ouvert la voie, pour avoir ouvert les yeux et d'écarquiller les nôtres. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif. Merci beaucoup, quelle belle introduction. Je suis toute émue là, n'est-ce pas? Pensez à votre honneur, j'ai fait qu'énumérer les réalisations que vous avez eues en tout temps. Et je trouve que c'est pas assez, hein. C'est pas assez, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, les gens continuent. N'est-ce pas? Et comme vous le savez, vous êtes coach financière. Pourquoi l'argent a une importance pour vous? Certes, on a l'habitude de me dire qu'on ne répond pas à une question, pas une question. Mais moi, je vais te poser la question suivante. Si aujourd'hui je mettais 1 milliard de dollars ici, tu n'allais pas le prendre? Si c'est à mieux de faire, bien sûr que je vais le prendre. Et qu'est-ce que ça va t'aider à résoudre Beaucoup de projets. Et ça va contribuer, n'est-ce pas, à ton bien-être? Bon, si je sais le gérer. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, l'argent, comme vous le savez, impacte notre bien-être, notre mental, nos émotions, mais également, voilà, notre vie dans la société. Et moi, j'ai l'habitude de le dire, l'argent, c'est pas la mère des mots, mais c'est l'une des clés aujourd'hui à maîtriser pour avoir un certain épanouissement dans la communauté. Donc, heureusement pour moi, très jeune, j'ai été initiée à ça par ma grand-mère.
Et en grandissant, malheureusement, vu que le suivi n'était pas là, j'ai remarqué que quand même l'argent avait un lien très émotionnel avec moi. Et quand on regarde autour de nous, c'était une réalité pour d'autres personnes. Donc pour moi, parler d'argent ne doit pas être tabou. D'où l'importance de démystifier cela et de permettre aux gens de mieux comprendre ces mécanismes pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre la liberté financière et contribuer à notre bien-être. Donc pour moi, l'argent est quelque chose qui est très important. Il faut assumer d'en parler pour être sûr que nous sommes au même niveau, en fait, ou bien au même état d'esprit que les autres personnes qui nous entourent, pour contribuer déjà à notre bien-être, au bien-être des gens qui nous entourent, mais également au bien-être de notre communauté. Et ça vous fait quoi en tant que coach financier de voir, d'habiter dans un pays aussi pauvre que le Sénégal et voir des gens jouer avec de l'argent Bon, vous savez, moi, la pendant notion. ce temps, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter leur ordonnance et les gens se parlent avec de l'argent. Oui, pour moi, tout revient, voilà. Pour moi, même la notion de pauvreté est relative, hein. La notion de pauvreté est relative. Maintenant, c'est vrai que on parle juste du Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique, c'est une réalité. Nous avons énormément de richesses matérielles ou bien pécuniaires, mais on ne voit pas l'impact au sein des communautés respectives. Donc, moi, je me dis que ces choses qui arrivent, comme vous l'avez si bien cité, le fait aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui gaspillent malgré qu'on soit dans un pays pauvre, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger et qu'il y a des gens derrière qui gaspillent, c'est juste un problème culturel qu'on a. Et surtout aussi un manque d'éducation financière. Parce que je crois que vous adviendrez de cela. On ne nous a pas enseigné cela à l'école. Et ce n'est pas tous les parents aujourd'hui qui vont parler de manière ludique ou bien de manière très, très ouverte sur les questions financières à la maison. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, pour eux, l'argent, c'est juste un moyen, voilà, voilà, de vivre au jour le jour. Donc, on est tout le temps en survie financière, alors que l'argent, c'est un outil. Donc, on a un réel problème culturel, un réel problème de pression sociale et surtout un manque de mindset qui est néfaste, en fait, quand il s'agit d'éducation financière. Aujourd'hui, on va être très basique et très pratique. Pour quelqu'un qui débute, que ce soit un entrepreneur ou bien un salarié, quels sont les premiers pas essentiels qu'il doit savoir en matière de finances? Déjà, en fait, calibrer son mindset, parce que comme je l'ai tantôt dit, nous sommes la résultante de ce que nous pensons ou bien de nos croyances. Donc aujourd'hui, si nous, en fait, nous nous disons que l'argent est juste là pour satisfaire nos besoins de base, on va vivre tout le temps en survie. Alors que quand on se dit que l'argent, certes, il est là pour gérer mes dépenses, mais également pour utiliser ça comme levier aujourd'hui, pour avoir une certaine stabilité, vous allez voir que beaucoup de choses, en fait, vont guider vos actions. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que vous soyez professionnel, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez également en couple. La clé d'abord, c'est le mindset. Donc, quelle est ma mentalité ou bien mes croyances par rapport à l'argent? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va te permettre de comprendre pourquoi on dépense impulsivement. Pourquoi aujourd'hui, en fait, dès qu'on parle de l'argent, je suis mal à l'aise. Pourquoi aujourd'hui, dès que j'ai l'argent, il faut coûte que je dépense ça. Donc, en fait, ça guide nos émotions, mais ça guide également nos comportements. Donc, le mindset, il faut le calibrer, essayer de voir quels sont les déclencheurs négatifs. En deuxième lieu également, analyser ce qui est là. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis analyser ce qui est là, il y a trois facteurs qui viennent, l'environnement, la culture et la famille. Donc, tout le temps, par exemple, nous, par rapport à l'ensemble des clients qu'on a eus, une, une chose qui revient à chaque fois, c'est le fait de ne pas pouvoir dire non. Dès qu'on a des sollicitations, on donne. Dès que papa est malade, ça c'est normal, hein, je ne dis pas que c'est pas normal, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre le fait, par exemple, de donner de l'argent pour les frais d'hôpital, du moins, on va dire, de vos parents, et le fait de répondre tout le temps à des sollicitations, c'est la notion de priorité. Donc aujourd'hui, il faut distinguer ses besoins de ses envies. Et nous, on a cette manière en Afrique, surtout au Sénégal, de transformer nos envies en besoins. Donc, ce qui n'est pas nécessaire, on les transforme en besoins. C'est ça qui fait qu'on dépasse, en fait, nous, ce que nous gagnons. Et en matière de budgétisation de base, dès que, par exemple, les dépenses variables ou bien les dépenses occasionnelles dépassent les charges fixes, ça pose un problème. Et on ne pourra pas épargner. Parce que pour pouvoir épargner, il faut vivre moins au-dessous de nos moyens. Alors que nous, on a la manie de vivre au-dessus de nos moyens. Donc, c'est ça la clé déjà. Donc, la gestion de votre mindset, le recalibrage, la gestion des émotions, le fait de savoir bien répartir ses dépenses et épargner. Et moi, le tips que je donne à chaque fois pour ceux qui ont cette problématique d'épargne, c'est d'épargner avant de dépenser. Parce que si on se met dans une posture où non, non, je dois gérer mes dépenses d'abord, après ce qui reste, je garde, il va absolument rien rester. Nous sommes en Afrique. Hein. Et bizarrement, il y a cet aspect mystique que je taquine. Hein.
qu'on dit, dès qu'on a l'argent, on a comme l'impression que les gens sont au courant. Ils viennent, oui, 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 j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, moi, cette citation que je donne à chaque fois pour terminer cette question-là, c'est que la main qui donne, c'est elle qui doit s'imposer des limites. Parce que la main qui reçoit, elle ne s'impose jamais de limites. Donc aujourd'hui, c'est très bien de donner. Dans notre religion de l'islam, on nous incite avec la zakat, avec d'autres notions, à tout le temps aider son prochain. C'est très important parce que nous sommes en communauté et nous avons nos réalités. Mais il faut apprendre, au lieu d'inciter à la dépendance financière, d'inciter les gens à l'indépendance. Moi, je suis une partisane d'aider les gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson tout le temps. Donc, même quand on donne des sollicitations, essayez dans la même procédure à rendre les gens indépendants, soit en les accompagnant en créant une activité génératrice de revenus, ou bien en leur créant un business pour leur permettre d'être autonome. Parce que ce poids-là est très difficile. Moi, je le dis, surtout les pères de famille, ils ont ce poids on va dire, de père de famille, ce poids, s'ils sont surtout les aînés, d'ânesse, et il y a beaucoup d'attentes qui font que ce poids, en fait, joue sur le mental. Et ça revient à ce que j'ai dit au début. Dès que le mental ne va pas, ça va avoir un impact sur vos finances. Donc, vous voyez que c'est linké. Donc, il est très important de gérer son mindset, de gérer ses émotions, d'avoir une budgétisation qu'on fait avant que l'argent soit là, pas quand l'argent est là, et d'automatiser son épargne. L'épargne doit toujours se faire avant les dépenses pour être sûr qu'on épargne. Et l'épargne aussi a vocation uniquement à investir. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à avoir un compte bancaire, mettre l'argent, une année, 2 années, vous n'investissez pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la valeur temporelle de l'argent, la VTA. Donc aujourd'hui, cette notion, qu'est-ce que ça stipule? Ça stipule tout simplement que plus on avance, plus le temps avance, plus la valeur de l'argent baisse. La valeur aujourd'hui de 100 000 francs en 2023 va être différente de la valeur de 100 000 francs en 2024. Ce que tu pouvais acheter avec 100 000 francs en 2023, c'est plus possible en 2024. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le maîtriser. L'inflation, la récession, les crises économiques. Donc tout ça, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est à vous aujourd'hui d'être dans une posture où vous devez avoir le réflexe d'investir. Et malheureusement, si vous n'avez pas une discipline financière déjà pour budgétiser, pour épargner, vous ne pourrez pas investir. Donc en éducation financière, tout est une chronologie du mois. Logique. Voilà, c'est une chaîne qui se succède. Donc, si aujourd'hui, en fait, voilà, vous ne respectez pas une des étapes, c'est très compliqué. Moi, des fois, je vois certaines personnes, ils ont dans une certaine situation de précarité financière et pourtant, ils ont des salaires de 1 million, 2 millions, 3 millions. Vous imaginez? C'est-à-dire, aujourd'hui, une personne qui a 100 000, 200 000, 300 000, des fois, ils sont beaucoup mieux, bizarrement, que des gens qui gagnent beaucoup. Donc, vous voyez que ce n'est même pas un problème de gain. C'est un problème de gestion qu'on a. Et ce problème de gestion-là, certes, c'est avec des aptitudes techniques, mais il y a beaucoup d'aptitudes qui sont en dehors même de la technicité. La pression sociale, la culture et l'environnement. Donc, dès qu'on calibre ce que nous pouvons contrôler, il faut essayer aussi de calibrer ce qui nous entoure. Parce qu'il y a la pression des pères, la pression de la famille et tout ça, pour avoir un équilibre. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de travailler toute sa vie pour avoir une certaine autonomie financière et on se retrouve à 60 ans avec rien. C'est très difficile et malheureusement, on le voit beaucoup au Sénégal. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y avait cette problématique d'augmenter l'âge de la retraite parce que beaucoup de gens se retrouvent à 60 ans, ils n'ont rien réalisé. Et tout le monde sait qu'au Sénégal, si tu n'as pas bâti de maison, tu n'as rien fait. Donc c'est pourquoi à un tel âge, ils continuent de travailler juste pour améliorer leur situation. Donc c'est très problématique. On le dit, on le répète, il faut épargner. Mais comment break ce mindset de dépenser dans une société qui nous pousse constamment à dépenser? Et aussi, il y a le poids du paraître. Il faut bien paraître aux yeux des gens, avoir une belle voiture, être bien sapé. Être bien sapé, n'est-ce pas? C'est comme ça, on dit que bon, socialement, il a réussi. Il a réussi. Moi, Même si en compte en banque, ces enfants-là. Mais moi, je dis que c'est le contraire. Et donc, moi, c'est que récemment que j'ai acheté ma voiture. C'est que récemment aussi que j'ai commencé à investir dans plusieurs secteurs. Et si j'avais pas brisé, en fait, ces croyances-là, ou bien cette vision-là qui est erronée, bah, écoutez, jusqu'à mes 50 ans, je n'aurais rien réalisé. Donc, moi, je me dis qu'il faut laisser quelque chose pour avoir quelque chose. Il faut me bailler dara pour am dara. Donc, les maisons dont on parle aujourd'hui, la voiture, la richesse. Pour moi, d'abord, il faut avoir une richesse de l'âme. La personne, tu dois te connaître. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie.
où est-ce que tu te vois? Ça, c'est un exercice personnel. Et quand tu sais qui tu es, ce que tu veux faire, forcément, ou bien les avis des personnes qui t'entourent, ça va pas trop être important. Donc, le pari dont on parle, surtout avec nous les entrepreneurs, c'est une réalité. Dès que tu commences, on croit que oui, tu dois avoir un bureau, tu dois avoir une voiture et tout ça. Il faut savoir se détacher de ça. Le bon mindset, c'est d'avoir un bon compte en banque et de ne pas être simple que le contraire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une de mes grandes coachs que j'admire beaucoup, Naboufa, qui l'a dit dans un des podcasts qu'elle a enregistré, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Et ça, c'est une réalité. Quand on incite les gens aujourd'hui à épargner, c'est parce que quand vous allez commencer l'investissement, c'est avec votre épargne que vous allez commencer. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une démarche de couper certaines charges, au lieu d'acheter une voiture qui ne consomme pas beaucoup, vous allez acheter une voiture qui consomme par jour 20 000, 30 000. Au lieu d'aller dans un appartement, un studio qui est à 150 000, vous allez dans un luxe, un standing de 300 000, aux Almadies 500 000, 800 000. À qui la faute? Les gens que vous essayez d'impressionner, en réalité, ils n'en ont absolument rien à faire, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je me dis que si vous, en fait, votre ambition, c'est vraiment d'avancer, il faut investir également dans votre développement personnel. Parce que dès qu'on se connaît et qu'on assume qui l'on est, la vie des gens autour de nous ne compte pas trop. Et moi, c'est ce que je recommande à chaque fois aux personnes qui travaillent avec moi, ou bien que voilà, que je mentor. Mais et je vois que c'est un réel aussi besoin. Les gens ici, gëmuñu seen bopp trop. Et c'est malheureux, mais c'est une réalité. Mais moi, je me dis que c'est un pas à faire vraiment pour briser ce cycle générationnel qui, des fois, s'éternise dans certaines familles. D'accord. Mais une fois les bases de la finance établies, Mhm. comment on peut épargner efficacement? Il y a une règle, soit 10% de son salaire. Est-ce que quelqu'un qui gagne, qui a un petit revenu peut épargner efficacement? Oui, c'est tout à fait possible parce qu'aujourd'hui, en fait, d'habitude, moi, j'évite en fait de dire faut faire la stratégie de 50, 20, 30, 40, etc. Parce que ce que j'ai appris avec ces années voilà, d'expérience dans ce que je fais, c'est que chaque personne avec sa réalité. D'ailleurs, vous l'entendrez, on parle de finances personnelles parce que c'est personnel. Chaque personne avec sa propre situation. Donc aujourd'hui, moi, la base, vraiment la base que je dis, c'est de commencer par 10%. N'est-ce pas? Si la personne est bancarisée, d'essayer d'automatiser cela. C'est-à-dire aujourd'hui, d'aller s'adresser à son gestionnaire de compte pour automatiser. C'est-à-dire dès que le salaire est domicilié, qu'on coupe en fait automatiquement X%, 10% en fait de son salaire. Maintenant, après, qu'on ait un petit revenu ou pas, c'est tout à fait possible. Parce qu'aujourd'hui, j'avais eu un échange avec une personne qui m'a dit qu'il gagnait que 100 000 francs. Mais chaque mois, ils arrangeaient quand même à épargner 50 000 de ces 100 000 francs. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour vivre, finalement? Il me dit tout simplement, je me sacrifie. Donc, vous voyez que ça dépend en fait des gens, mais aussi de la capacité des gens à se sacrifier temporairement pour un gain futur. Donc, selon vous, votre posture, demandez-vous, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux investir dans ça? Est-ce que je veux acheter ça, un matériel, un nouveau téléphone? Qu'est-ce que je veux faire? Combien ça va me coûter? Donc, c'est ça qu'on appelle la fixation d'objectifs financiers. Donc, il faut tout le temps commencer par ça, avant de parler d'épargne. Quand vous fixez des objectifs, clairement, vous savez quel est le montant à épargner. Si, par exemple, le premier objectif, c'est aujourd'hui, OK, je veux acheter un nouveau appareil pour mon podcast. Vous mettez le montant voilà, de l'appareil. Après, vous me dites, OK, je veux acheter aussi un nouveau micro. Vous mettez le montant. Je veux acheter ça aussi, vous mettez. Donc, le total, vous l'aurez. Donc, vous, par exemple, disons que le total, c'est 500 000. Toi, à ton niveau, tu feras la comparaison avec ton salaire mensuel. Ça peut être 250 000, ça peut être 300 000, 500 000. Maintenant, il est assez clair que si tu as un épargne totale de 5 000 à épargner, ce sera très compliqué de l'épargner en un mois, 2 mois. Donc, tu étales. C'est pourquoi beaucoup de gens vont utiliser des alternatives comme la tontine, voilà, et tout ça pour chaque mois, ou bien hebdomadairement ou journalièrement, donner 2000 francs, 1000 francs, 3000. C'est une très bonne méthode et ça te permet aujourd'hui d'avoir une discipline. Donc, selon ton revenu, commence d'abord par l'objectif précis. Je veux faire quoi? Combien ça va me coûter? Et combien je vais étaler ça pour mobiliser l'argent? Et tu vas, comme je l'ai tantôt dit, commencer d'abord par l'épargne avant de penser dépenses. Et pour J'ai faciliter cela, vraiment, automatiser. j'ai une question de gestion. Ouais. Et, Et d'organisation. et quelles sont les erreurs à éviter en matière de gestion financière? Oui, les erreurs à éviter, c'est déjà de se comparer aux autres. Voilà.
Quand on voit une personne qui est bien, entre guillemets, qui est bien financièrement, dire que je veux être comme lui, alors que tu ne sais pas réellement s'il est bien financièrement. Donc, éviter de se comparer. Qu'on se concentre sur soi. Également, essayer de voir quels sont les vices à notre niveau. Donc, la mentalité. Il y a 4 types de mentalité et ça a été défini aujourd'hui par un psychologue américain qui s'appelle Dr. Clance. Il y a l'évitement de l'argent, l'adoration de l'argent, la vigilance monétaire et le statut monétaire. Donc, on définit les 4 types de mentalité là. L'évitement de l'argent, c'est ceux qui n'aiment pas parler d'argent. Pour eux, l'argent, c'est la mère de tous les maux. Pour ceux qui ont l'adoration de l'argent, ils croient que plus d'argent vont résoudre leurs problèmes. Pour ceux qui sont dans la vigilance monétaire, avant que l'argent sorte, il faut un justificatif, l'épingre. Alors que pour le statut monétaire, c'est ce que tu as dit au début, c'est les personnes qui, tant qu'ils n'ont pas une voiture chère, tant qu'ils n'ont pas un téléphone cher, ils n'ont pas de valeur dans la société. Donc, essayez de voir où est-ce que vous voyez. Il est tout à fait possible également de ne pas se voir dans ce cadre-là, mais essayez de voir quelle est ma mentalité actuellement. Et aujourd'hui, par rapport au comportement financier que j'ai, le fait de dépenser trop, qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce que c'est le fait que j'ai trop de cash? Ou bien est-ce que c'est le fait que les gens jouent sur mes émotions, le fait que je sois trop empathique? Qu'est-ce qui pose le problème? Et là, vous essayez de traiter ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si on sait que par exemple, vous ne savez pas dire non, on vous incite à avoir une méthodologie plus simple de dire non. C'est-à-dire, au lieu de dire non comme ça, de manière textuelle, on vous dit, OK, si la personne vient vous demander 25 000, donnez-lui 10 000. Indirectement, vous l'avez fait comprendre que vous n'allez pas continuer à lui donner. La prochaine fois, s'il revient, au lieu de donner 10 000, vous donnez 5 000. Si aujourd'hui, vous savez que le déclencheur, c'est le cash, on vous incite au maximum d'avoir une limite, en fait, de cash en main qui vous incite aujourd'hui à vous limiter à ces dépenses-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et également, même par rapport au cash, le fait d'avoir trop d'argent sur les mobile money. Je ne vais pas citer les marques, mais sur les mobile money, ça peut poser problème dans le sens où dès que vous avez une sollicitation, votre premier réflexe, c'est de prendre le téléphone. Donc aujourd'hui, la dopamine dont on parle, les notifications, il faut faire attention, surtout pour les achats. Si c'est ça qui vous déclenche, vous désactivez les notifications et également, vous prenez le temps de désactiver tout ce qui est enregistrement de cartes. C'est des choses qu'on minimise, mais c'est très important parce que ça aide. Donc, vous déterminez les déclencheurs et finalement, vous créez un système. Parce qu'aujourd'hui, il est assez clair que l'Africain lambda, surtout le Sénégalais lambda, il a une relation très émotionnelle avec l'argent. Donc, nous, ce que nous recommandons à chaque fois, c'est de limiter l'accès à l'argent. Que ce soit pas trop accessible. En fait, on voit que ça bloque en fait beaucoup de dépenses. Donc, créer un système d'épargne. Donc, comme je l'ai tantôt dit, automatiser avec votre compte, mais créer aussi un système de budgétisation. Donc, avoir chaque mois, normalement, vous devez savoir quelles sont vos charges fixes, charges variables, charges occasionnelles. Et vous analysez. Donc, après avoir mis un système, vous mettez aussi vous analysez. C'est-à-dire, quelles sont mes charges fixes, charges variables? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je dois pas réduire ça, réduire ça? Est-ce que l'abonnement là, finalement, je l'utilise pas? J'enlève l'abonnement et tout ça. Et ça vous permet, en fait, déjà d'augmenter votre capacité d'épargne et également vous faire former. Parce que dès qu'on épargne, si on n'utilise pas l'épargne, on va le dépenser. Il y a quelqu'un qui va venir, toc, 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 j'ai une sollicitation. Donc, dès que vous avez fixé l'objectif d'épargner, il faut avoir maintenant le courage d'aller vers un professionnel ou bien une personne qui en a de la connaissance dans le domaine pour essayer de faire un profilage de votre profil d'investissement et vous dire, OK, vous devez investir sur ça. Et vous allez voir, vous allez aller pas à pas, même si c'est 10 000 francs par mois, que ce soit par le biais de l'assurance, par le biais de placement, vous mettez 10 000 francs, 10 000 francs. Vous allez voir même que ça va être un réflexe. 10 000, vous mettez 10 000, 10 000. Mais au fil du temps, avec l'intérêt composé, c'est beaucoup d'argent. Et ça vous permet en fait d'avoir un portefeuille sur le long terme qui est assez varié. Donc d'habitude, quand on commence l'investissement, surtout ici, c'est assez limité parce que tu investis sur des véhicules d'épargne ou d'investissement avec un rendement de 5, 2, 3%. C'est pas intéressant, mais c'est un bon début. Après là, tu peux avoir la discipline, mobiliser assez de fonds pour aller sur des actifs qui sont un peu plus élevés en matière de capital. Que ce soit l'immobilier, que ce soit voilà l'agriculture, d'autres types de business. Donc c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, solidifier déjà le salaire que vous avez, bien l'utiliser et également, de l'autre côté, générer des revenus passifs pour vous permettre d'avoir des investissements. Ça peut être des actifs liquides. Quand je parle d'actifs liquides, je parle d'actions, d'obligations, etc. Il y a aussi les actifs alternatifs. Ça peut être des objets d'art, les bijoux, tout ça qui ont de la valeur. Ça peut être aussi des actifs immobilisés. Ça peut être le fait d'avoir un terrain.
une maison, etc. Et ça dépend de votre profil et de votre appétence au risque. C'est pourquoi quand je vois une personne venir me dire oui, je veux investir, je lui dis ok, on fait ton profil. On dit c'est quoi le profil? Je dis on n'investit pas comme ça à l'aveuglette. Parce que l'investissement, moi je le dis, c'est même des règles de base de l'investissement. On investit. C'est la question où même j'allais en venir. Parce que les gens, Mhm. pour établir, selon le littératie financière, Mhm. apprendre à épargner, à gagner de l'argent. Mhm. Mais là où ça choque vraiment au niveau de tous les entrepreneurs, c'est au niveau de l'investissement. On ne sait pas sur quelle niche investir Mhm. et comment investir et quelles sont les périodes propices pour investir. Mhm. Quels sont les? Périodes qui sont les plus propices pour investir dans un domaine donné. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, déjà, la règle de base que je donne, c'est qu'il ne faut jamais investir dans une chose qu'on ne comprend pas. Tu ne comprends pas, par exemple, les crypto-monnaies. Il ne faut absolument pas investir dessus du moment que tu ne le comprends pas. Tu veux investir dans l'agrobusiness, mais est-ce que tu comprends? Parce que l'agrobusiness, il y a plusieurs sous-filières. Tu veux précisément aller sur quoi? Est-ce que tu sais ce que ça peut demander? L'investissement en matière de temps, de compétences et tout ça. Donc, moi, je me dis que la première règle, c'est de savoir quel est aujourd'hui ton profil d'investisseur. Donc, le profil d'investisseur, c'est déjà en fait ton appétence au risque qui le définit, le capital qui est disponible et l'objectif de rendement. Donc, c'est-à-dire toi, ce que tu attends en matière de rendement, n'est-ce pas? Donc, et ça peut te permettre de savoir sur quel secteur tu vas aller. Parce qu'il y a certains secteurs, c'est hyper risqué. Tout est risqué, mais le niveau de risque, en fait, dépend du secteur. Tout le monde sait que, bon, on dit que l'immobilier, c'est pas trop risqué. Moi, je dis que ça dépend. Ça dépend de la zone. Ça dépend également de l'état du pays. Voilà, si c'est en crise et tout ça. Ça dépend aussi de la période. Donc aujourd'hui, il y a énormément de facteurs économiques, sociopolitiques à voir en fait quand il s'agit d'investissement. Il y a également le facteur interne, c'est-à-dire toi, ta mentalité, ta capacité d'investissement et tout ça. Et surtout, te poser la question, est-ce que je suis prêt à perdre cet argent-là? Parce que l'investissement, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais je veux dire que c'est comme un jeu de hasard. Tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est comme une entreprise. Tu peux ouvrir une entreprise, ça marche très bien tout d'un coup. Donc aujourd'hui, il faut vraiment essayer de définir sa capacité d'investissement. Quelle est mon appétence au risque? Quel est le risque que je suis prêt à prendre? Quel est mon rendement? Qu'est-ce que je veux réaliser comme rendement de manière annuelle ou mensuelle? Et sur cette base-là, vous essayez de voir dans votre zone, qu'est-ce que je peux faire qui répond à ces critères-là? Maintenant, sur cette base-là, si vous savez que vous n'avez pas les aptitudes pour gérer cet investissement-là sur le moyen et long terme, vous vous faites former. Si par exemple aujourd'hui, toi, tu te dis, OK, je tourne mon podcast, maintenant je vois que ça avance bien, est-ce que je ne vais pas créer même une agence marketing parce que j'ai commencé à avoir des aptitudes en marketing et tout ça? Tu ouvres ton agence, mais tu te rends compte que finalement, en fait, c'est assez compliqué. Il faut avoir une gestion financière ici, il faut tout ça. Tu te fais former pour gérer ton activité. Et là, ça te permet de développer en fait ta structure pour avancer. Donc, en matière d'investissement, il y a ce qu'on appelle l'investissement passif et l'investissement actif. L'investissement que je viens de te dire, c'est un investissement actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu t'investis avec ton temps, tes compétences, ton argent. Alors que l'investissement passif, c'est le fait d'utiliser des véhicules pour que ça te génère des revenus. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un investissement actif, surtout quand on est jeune. On a la capacité, on a la force, mais aussi très tôt d'investir dans des placements actifs, dans des placements en fait. Et les placements, il y a 4 types de placements. Les placements assurantiels, les placements bancaires, les placements boursiers et les placements immobiliers. Donc, tout le temps, aller sur la sécurité. Placement assurantiel par le biais de l'assurance vie. Au moins, tu as des rendements de 2, 3, 5%. Ça dépend des sociétés d'assurance. Allez aussi sur les placements boursiers. Tout en comprenant que les placements boursiers, il faut une formation préalable. Parce que tu dois comprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc. pour pouvoir faire des investissements assez équilibrés. Et peut-être sur les placements bancaires. Mais non, les placements bancaires, avec l'aspect là, vu que moi je communique beaucoup en insistant sur la notion islamique, il y a certaines personnes qui vont te parler, oui, du riba et tout ça. En fait, il faut comprendre, en insistant sur la notion islamique, il y a certaines personnes qui vont te parler, oui, du riba et tout ça. En fait, il faut comprendre que dans tous les services et produits financiers, il y a des alternatives islamiques. Donc, si la personne ou bien la personne concernée, la notion de riba lui tient à cœur, elle peut se renseigner pour aller sur l'investissement islamique tout en comprenant que là-bas, les rendements sont à revoir à la baisse par rapport aux investissements classiques. Et c'est normal. Parce que là-bas, vraiment, c'est plus cadré, quoi. 126 000 cas de divorce par an, soit 420.
Gagnez 25 divorces par jour. Et combien? 100? 26 000, selon l'ANSD. 126 000 cas de divorce par an. Soit 123 ou 124 par jour. Oh là là. Et on dit que ce qui cause ce divorce, la cause principale, c'est le manque d'argent. Dans les couples, les gens ne communiquent pas assez sur l'argent. L'argent, c'est un tabou pour d'autres. C'est tout simplement. Et comment, dans un couple, on doit gérer nos finances? Ça me rappelle une discussion que j'ai. C'est l'homme qui doit tout faire. Il y a un mentor qui me disait, toi, tu n'es pas encore marié, tu mets ton mari, et vous allez parler forcément d'argent. Je lui dis, ah, parce qu'on ne doit pas parler de ça, lui-même, il est complexe. Donc, en fait, c'est assez, oui, c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible parce que c'est une continuité. Si on grandit dans une famille où on ne parle pas d'argent, forcément, quand tu vas te marier, c'est ça qui va continuer parce que les gens ne communiquent pas. Et c'est ça ce qui est paradoxal. C'est-à-dire, on aime l'argent, mais on n'en parle pas. Et surtout quand on est en couple. La fois passée, j'étais en train d'animer une session et c'était un débat. Les gens disent non, moi, je ne vais pas dire mon salaire à ma femme. Une autre femme dit, moi, je ne vais pas dire mon salaire à un homme. Moi, je leur ai tout simplement posé la question là et il y avait eu un silence de moi. Je dis, quel est l'intérêt donc de se marier si vous ne pouvez pas communiquer sereinement sur ces questions-là? Parce que j'ai comme l'impression que les gens se marient à leurs ennemis. Mais quand on se marie, normalement, on se marie à son meilleur ami. Et à son meilleur ami, on lui dit tout. Aujourd'hui, quand on se marie, pour moi, on est en train de mettre en place une société. Voici l'homme, voici la femme. Islamiquement parlant, c'est d'ailleurs ça qu'on dit. Et aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en place une société où vous aurez des enfants, vous aurez un système, une famille et tout ça. C'est deux familles qui sont en train. Pourquoi se cacher des informations qui sont aussi basiques? Parce qu'on dit que la femme fait tout si elle connaît votre salaire. Mais ça revient. Mais moi, je crois que ça revient au choix du partenaire. Parce qu'en matière, on parle toujours de compatibilité sexuelle, compatibilité émotionnelle, mais aussi à ce qu'on parle, on parle de compatibilité financière. Si aujourd'hui, toi, l'homme, tu sais que tu es un épargnant, tu sais que tu es une personne qui gère bien ton argent, tu as des projets, pourquoi tu vas aller épouser une femme qui est hyper dépensière, qui est hyper dans l'abus quand il s'agit d'argent? En fait, et c'est ça le problème. C'est-à-dire, des fois, beaucoup de gens ont des projets, mais les personnes avec lesquelles ils s'entourent ou bien ils collaborent ne sont pas des personnes avec qui ils sont compatibles. Et ça, c'est réellement en business. Donc, quand vous allez épouser une personne, et il y a la notion de destin, bien sûr, on ne sait pas qui Dieu va nous donner, mais il faut essayer de voir si vous êtes compatible ou bien si la personne en face de vous comprend en fait que vous avez des projets. C'est très important. Donc, d'abord, il y a le choix du partenaire, voir si vous êtes compatible. Et pour moi, ces questions-là doivent s'exprimer très tôt. Parce que moi, je me dis que quand, par exemple, la femme, aujourd'hui, connaît le salaire de son conjoint, si elle est disciplinée et s'il a bien choisi sa conjointe, elle va tout faire normalement pour bien gérer la dépense quotidienne, pour essayer pour eux d'avoir une bonne épargne de couple pour pouvoir investir dans des projets communs pour leurs enfants. Alors que si aujourd'hui tu épouses une personne qui est tout le temps dans la dépense excessive, tout le temps, vu qu'elle sait que tu gagnes beaucoup, elle va t'inciter à faire des dépenses qui ne sont absolument pas nécessaires et ça contrecarre tes projets de vie. Donc, tout est question de choix de partenaire, mais également de communication. Dès que dans le couple, il n'y a pas de communication saine sur plusieurs questions financières, pour moi, ça ne va absolument pas marcher. Parce que moi, je me vois très mal, je parle de manière personnelle, je ne peux pas parler pour les gens, mais de manière personnelle, je me vois très mal avoir un conjoint. Je ne lui parle pas de mes projets, et lui aussi ne me parle pas de mes projets. Finalement, on est mariés pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif à la fin, c'est d'avoir une progéniture, d'avoir une famille structurée. Si aujourd'hui on ne communique pas, toi tu ne sais pas si j'ai des biens, moi je ne sais pas si tu as des biens, je ne sais pas si tu as un compte. Ce qui va se passer, et c'est beaucoup, et vous le voyez dans la communauté sénégalaise. Oui, imaginez par exemple que le papa décède ou bien que la maman décède. On n'est même pas au courant que la personne concernée avait des biens et tout ça, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas eu de procuration, il n'y a pas eu aujourd'hui de documents légaux en fait qui prouvent que la personne, voilà, doit céder ses biens aux héritiers. Donc pour moi, aujourd'hui, quand on entre dans un couple, on ne doit pas être dans une mentalité de, comment dirais-je, de combattant. C'est-à-dire, non, c'est à moi, non, je ne veux pas qu'il soit au courant. Même si je peux comprendre que même dans un couple, chaque personne puisse avoir son jardin secret, il n'y a pas de problème. Mais sur certaines questions, il faut savoir communiquer. Parce que pour moi, s'il y a un manque de communication, ça incite à un manque de confiance. Et quand la confiance n'est plus là, je suis désolée, on ne peut plus parler de couple.
ça va en faire entrer des situations de toxicité dans le couple. Voilà, tout le temps des disputes, des détails. Et c'est ça qui va juger en fait le divorce. Des fois même vous parlez de oui, on ne parle pas de ça. Mais même des fois, il y a des gens qui montent par rapport à la situation financière. C'est-à-dire beaucoup de femmes, des fois, elles entrent elles se marient avec un homme qui leur a montré qu'il est bien financièrement, alors qu'il ne montrait pas, c'était ça, pas ça la réalité. Il avait loué une voiture ou bien il a montré qu'il avait un certain style de vie alors que c'est pas ça. Et dès que la personne se marie, désillusion totale. Même chose pour les femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'assument financièrement, qui ont une bonne situation, des fois vont se plaindre parce qu'ils disent que beaucoup d'hommes aujourd'hui vont se rapprocher d'elles parce qu'ils veulent qu'on prenne soin d'eux financièrement. Et moi, je le dis, il y a ce qu'on appelle la nature biologique des choses. Une femme, dans sa conception, ne peut pas respecter, moi je crois ça, ne peut pas respecter un homme aujourd'hui qui ne saura pas prendre soin d'elle financièrement. Et aujourd'hui, c'est ça pourquoi, en fait, les dynamiques de couple sont assez bizarres. Parce que dès qu'on entre dans le couple et que c'est la femme qui prend tout en charge et que c'est l'homme aujourd'hui qui ne fait rien, difficilement cet homme-là aura un pouvoir de persuasion dans son couple. Et pour moi, l'homme africain typique sénégalais, li ñu naan kàddu woon, sa parole est très importante dans un couple. Donc, si on ne le respecte pas et qu'il n'a pas ça, il ne va pas se sentir épanoui dans son couple. Alors qu'une femme également, si elle ne se sent pas en sécurité financière, elle pourra difficilement s'épanouir dans le couple. Donc, d'où l'importance dès le début de communiquer, de montrer la vérité, de dire la vérité pour être sûr que vous êtes alignés. Et surtout de comprendre qu'un couple, c'est un projet de vie. C'est-à-dire, certes, l'amour est là, voilà, tout ce qui va avec est là, c'est très bien. Mais comprendre que quand vous allez entrer dedans aussi, vous devez respecter chaque personne ses objectifs individuels, essayer d'avoir un objectif commun pour que la progéniture qui va en vivre ou bien qui va en naître puisse avoir aussi une certaine sécurité financière parce que ce sera de la responsabilité du couple. Donc, la communication, la confiance et la clarté. Ça, c'est les maîtres clés que je recommanderais, ou bien que je donnerais au couple pour être sûr que financièrement, ils peuvent être alignés et avoir des objectifs qu'ils pourront atteindre ensemble. Donc, pour ceux qui envisagent de se marier, n'ayez pas peur de parler finances, soyez limpide. Et il faut juste le faire de manière transparente, pas à pas. Parce que c'est sûr que dès le début, tu parles d'argent, ça peut poser problème. Il faut d'abord apprendre à connaître la personne, voilà, derrière, comment dirais-je, ses valeurs, ses principes. Et naturellement, la discussion va transitionner sur ces questions-là. Mais tout est question d'abord, vous adressez à qui? Qui est devant vous? Vous essayez d'abord de comprendre la personne, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les styles de communication. Par exemple, toi, et s'il y a une façon de communiquer, si je parle comme ça avec toi, c'est sûr que tu vas te fermer. Alors que si tu prends le temps de connaître la personne, tu sauras par quelle méthodologie passer pour lui faire passer le message. Donc ça aussi, c'est très important. Et toute femme, voilà, avec nos capacités, voilà, de bien gérer des hommes-là, il faut savoir communiquer, c'est très important. Super, on arrive maintenant aux questions à réponse rapide. Quelle est la définition de la richesse selon vous? La définition de la richesse, c'est pour moi de se lever chaque jour déjà avec une bonne santé, avec sa famille autour de soi et avec une conscience tranquille. Donc déjà, pour moi, si on a ça, tout ce qui vient, c'est un bonus. Donc pour moi, la richesse, c'est vraiment la richesse de l'âme, la richesse de la famille. Et puis finalement, la richesse financière, parce que pour moi, l'argent, c'est un résultat. D'après cette définition, est-ce que vous êtes riche? Je suis riche. Les gars, venez. Il ne veut pas qu'il y ait des problèmes ici. Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous et de votre parcours? Bon, qui se rappelle de moi, comme tu l'as si bien dit, comme une jeune femme qui s'assume, qui aime bien ce qu'elle fait, qui est très orientée famille, et qu'aujourd'hui, qui utilise en tout cas sa croyance en Dieu comme sacerdoce dans tout ce qu'elle fait. Donc, je voudrais aujourd'hui que s'il y a des personnes qui s'inspirent de moi, juste de leur dire de rester tout le temps bien, c'est-à-dire tout le temps rester juste dans leurs actes, que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec un collaborateur, que ce soit avec un ami, avec un conjoint, rester juste. Toujours dire la vérité, toujours s'aligner avec ses principes et valeurs. Maintenant, s'il y a des personnes qui ne vous aiment pas comme ça, s'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des gens qui sont juste de passage dans votre vie, vous les laissez partir sans rancune. Maintenant, s'il y a des gens qui restent avec vous malgré en fait vos principes, vos valeurs, tant mieux pour vous. Vous aurez une vie très enrichie. Donc tout le temps restez bien dans vos baskets, soyez toujours juste envers les gens. Si aujourd'hui était la fin de votre vie, est-ce que vous seriez contente de votre passage sur Terre? Longue vie à toi, bien sûr. Oui,
Oui, c'est parce que tout simplement, je me dis que on ne sait pas quand on va s'en aller, hein. On peut prévoir, voilà, de vivre longtemps et tout. Mais si je pars, je sais qu'au moins j'aurais fait ou bien j'aurais inscrit ma légende personnelle. Je travaille à vraiment parce que pour moi, j'ai toujours rien accompli. Je suis tout le temps dans cette course effrénée-là. Mais plus on va avancer, voilà. Moi, je crois que là, si je suis plus là, je suis fière de moi quand même. Si vous avez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi? Dieu est amour. Ton plus grand regret? Ne pas avoir une fois dit à mon père verbalement que je l'aimais avant qu'il ne soit plus là. Donc ça, c'est l'un de mes plus grands regrets. Je me rappellerai toujours du jour où il est parti. Donc, comme d'habitude, moi, j'aime travailler. Je suis une fonceuse et tout. Donc, je me suis levée à 2 heures du matin, malgré qu'il soit à l'hôpital, euh, pour aller à Kaolack. Donc, pour faire une formation. Et j'ai senti quelque chose ce jour-là. Est-ce que vous voyez un peu? Mais je suis partie, je me suis levée tôt et tout ça. Je suis partie et dès que je suis arrivée là-bas, tac, au moment où je devais former, on m'appelle pour m'informer qu'il n'est plus là. Alors que je prévoyais dès mon retour d'aller à l'hôpital pour essayer de voir comment il va, pour lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc pour moi, c'est l'un des plus grands jeux. Mais je dis que c'est que partie remise parce que tôt ou tard, on va se revoir, n'est-ce pas? Donc il faut prendre le temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est important. Que ce soit une famille, que ce soit vraiment, voilà, les personnes qui nous entourent. C'est important parce qu'on ne sait pas quand ils seront plus là, surtout les parents. Ce que vous détestez le plus chez les Sénégalais? Le mensonge. fii dafa bëri ay dóorkat daal pour ñoom àdduna da nga koy lijjanti te moi je suis une partisane de je le dis je suis très traditionnaliste dans le sens où avec mon père et ma maman tout le temps comme ça il faut être rigide il faut être rigoureux donc quand je vois une personne qui aime trop la facilité tout le temps oui il faut gérer ça non il faut appeler une personne si ça me gêne pour moi je crois fortement à la méritocratie maintenant c'est pas tout le monde et surtout au Sénégal. Donc, voilà. Donc, tout le temps, des fois, ils montent sans gêne. Voilà, ils sont dans des magouilles. C'est pas tout le monde, hein. Voilà. Mais c'est une réalité. Et ça me gêne. Maintenant, après, chaque pays avec ses réalités. Mais on se dit juste que l'essentiel, c'est juste de rester bien et d'avancer. Mais c'est ça qui me gêne vraiment. Un livre qui vous a marqué? Les 4 accords Toltec. Oui. Une personne que vous aimeriez qu'on invite dans l'esprit positif? Abdoul Khader Diallo de Volcano. El Hadj Malick Gueye de Wave, directeur général de Wave. Sobel Ngom, le consortium jeunesse. Voilà. Un message d'espoir à cette jeunesse qui vous écoute, qu'avez-vous envie de leur dire? Croyez en vous, croyez en vos capacités et surtout, n'oubliez jamais vos origines. Parce que moi, je me suis rappelé lors d'un des derniers voyages que j'ai fait, il y a une personne qui m'a dit, un entrepreneur que j'ai rencontré, qui m'a dit pourquoi tu es voilée? Et je lui ai dit, c'est quoi cette question encore? Il me dit, non, tu es très belle. Pourquoi là, tu as pris la décision de te voiler? Parce qu'il s'imagine sûrement sans le voile, je serais plus belle. Je lui ai dit tout simplement parce que je sais d'où je viens. Le voile, je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a demandé de me voiler, c'est par pure conviction, purement spirituelle. Et il ne savait pas quoi répondre. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans nos communautés, jouent des rôles, surtout les jeunes. Ils veulent être riches, ils veulent être bien pour jouer un rôle. Soyez naturel, restez qui vous êtes. Et de cette manière-là, vous allez réussir. Il faut juste croire en vous. C'est fini. Quel est le mot de la fin? Bah, écoute, c'était un réel plaisir de participer à ce podcast. J'espère en tout cas que j'ai apporté des éléments de réponse nécessaires à ton audience. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère en tout cas également que ton podcast va bien atteindre en tout cas les personnes qui vont l'écouter. Je crois que vous faites un travail exceptionnel et de vulgarisation en tout cas des profils d'entrepreneuriat. Et j'envoie également mes ondes positives et mes prières à toutes les personnes qui vont m'écouter. Et on se dit à très vite, je l'espère. En tout cas, merci d'avoir partagé une masterclass qui coûte au bas mot 500 millions et de nous le donner gratuitement à mes auditeurs et aux personnes qui vont écouter cet épisode riche aussi en enseignement. En tout cas, c'est un honneur et un privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui Mariama Ndiaye, une véritable éclaireuse dans le domaine de l'éducation financière. Mariama, votre engagement passionné à transformer des vies à travers du web est une source d'inspiration infinie. Merci d'avoir partagé avec nous votre histoire et votre vision pour un avenir financier prospère.
Merci également à notre équipe technique dont le travail acharné en tout rend possible chaque émission, nous permettant de partager ces récits puissants et de connecter avec notre public d'une manière si spéciale. Et maintenant, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse méditer sur ces mots de Robert Kiyosaki. L'éducation financière est plus importante que l'argent. Les riches maîtrisent l'argent et n'en deviennent pas esclaves. D'après tout, comme aime à le rappeler Mariam, nous n'avons qu'une seule vie. Faisons en sorte qu'elle vaille la peine d'être vécue. Merci encore à tous et à lundi, Inch'Allah. Peace et one love. Mario.